À l'heure actuelle, les États-Unis importent chaque jour des millions de barils de pétrole. Et pourtant, dans le même temps, tout le pétrole que les Américains produisent eux-mêmes n'est jamais utilisé. Cette situation paradoxale explique en grande partie pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez plus vous permettre de remplir votre panier de courses comme avant. Je m'explique. À première vue, il semble logique que les États-Unis n'utilisent pas leur propre pétrole. En effet, la quasi-totalité du pétrole disponible aux États-Unis est dit léger et doux, c'est-à-dire fluide et facile à raffiner. À l'inverse, le pétrole du Moyen-Orient est principalement lourd et acide, plus épais. Même s'il ne permet pas de produire autant d'essence ou de diesel, ce pétrole lourd est indispensable à la fabrication de certains produits essentiels comme l'asphalte. Et justement, les États-Unis sont parmi les rares pays au monde capables de raffiner ce type de pétrole brut. Presque toutes les raffineries américaines sont spécifiquement conçues pour traiter ce pétrole lourd introuvable sur le territoire américain. Cela signifie, du moins officiellement, qu'il est tout simplement plus économique pour les États-Unis d'importer leur pétrole du Moyen-Orient. Transformer tout le système ou construire de nouvelles raffineries nécessiterait des investissements se chiffrant en milliards de dollars. Même si ces changements avaient lieu pour adapter l'industrie américaine au pétrole local, il faudrait toujours importer du pétrole lourd pour fabriquer d'autres produits que l'essence. Voilà l'histoire officielle. Mais un mystère subsiste. Pourquoi le système pétrolier américain est-il structuré autour du type de pétrole le moins avantageux? Et surtout, qui en tire réellement profit? Selon le classement Forbes 2025, 15 personnes dominent désormais la liste des milliardaires contre seulement 6 en 2023. En 1987, au lancement du classement, seules 2 personnes possédaient une fortune supérieure à 28 milliards de dollars ajustés à l'inflation. Aujourd'hui, une telle fortune ne permet même plus d'entrer dans le top 50. En 2024, uniquement, la richesse des milliardaires a augmenté de 2000 milliards de dollars. Nous entrons désormais dans une ère de trillionnaires. Et tandis que les 1% les plus riches accaparent près de 40% de toute la richesse des États-Unis, les inégalités explosent à des niveaux historiques. Cette concentration de richesse, combinée à une dette croissante et à une récession économique imminente, pourrait bien déclencher une véritable crise économique. Et tout cela pourrait provenir d'une seule ressource enfouie sous terre, le pétrole. Pour mieux comprendre, sachez que les États-Unis possèdent environ 264 milliards de barils de pétrole léger encore inexploités. Rien qu'au Texas, il y aurait plus de 60 milliards de barils de réserve, ce qui est paradoxal lorsque l'on sait que le pays a souffert à plusieurs reprises de pénuries sévères de pétrole. Cela a permis à l'OPEP d'exploiter à plusieurs reprises la situation à son avantage. Pire encore, le pétrole léger américain est en réalité supérieur à celui importé. Il est plus économique, plus facile à raffiner et même meilleur pour l'environnement. Pourtant, malgré ces avantages évidents, aucune crise, aucune pénurie majeure n'a suffi à provoquer une véritable transition vers une exploitation plus massive de ces réserves. Une transition qui, à long terme, pourrait pourtant être bien plus profitable pour l'économie américaine. Cette situation affecte directement chaque habitant des États-Unis. En négligeant l'utilisation de son propre pétrole, le pays appauvrit ses citoyens de manière insoupçonnée. Une vérité soigneusement dissimulée depuis des décennies. Pour saisir la gravité de ce qui se joue actuellement, il faut revenir précisément à l'année 1973. À cette époque, le Moyen-Orient ressemblait déjà à une véritable poudrière géopolitique depuis le retrait des puissances coloniales après la Seconde Guerre mondiale. La création de l'État d'Israël et les multiples conflits qui en ont découlé n'ont fait qu'aggraver l'instabilité régionale. C'est dans ce contexte que, le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une nouvelle offensive pour reconquérir les territoires perdus. Mais leur arme la plus redoutable n'était pas sur le champ de bataille. Elle était économique, c'était le pétrole. L'embargo pétrolier déclenché par ces pays contre les alliés d'Israël eut un impact immédiat et dévastateur sur l'économie américaine. Du jour au lendemain, les prix du pétrole explosèrent aux États-Unis, augmentant de plus de 500%. Cette flambée ne se limita pas à faire grimper la facture à la station-service. Toute l'économie américaine fonctionnait alors au pétrole, ce qui provoqua un véritable ralentissement généralisé. Parmi les nombreuses mesures mises en place pour tenter de gérer cette crise, l'Amérique fut obligée de réduire la vitesse maximale autorisée sur toutes les routes du pays à seulement 88 km/h. Mais l'impact économique fut bien plus profond.
Durant les 2 années suivant la crise, la bourse américaine perdit plus de 45% de sa valeur totale. Le pays ne s'en est jamais réellement remis. Cet événement marque ainsi la fin de l'âge d'or américain et le début d'un lent déclin dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Mais bien que cette crise ait été le point de départ évident de ce déclin, elle n'en constitue pas réellement la cause profonde. Pour comprendre pourquoi les États-Unis se sont appauvris durablement, il nous faut aller encore plus loin. La véritable explication de cette tragédie économique réside non pas dans la crise elle-même, mais dans la manière dont les États-Unis ont choisi d'y réagir. Plus précisément, elle se trouve dans la façon dont Washington et le secteur financier ont exploité cette crise à leur avantage. Pour éviter que cette crise ne se reproduise, le président américain de l'époque, Richard Nixon, avait pourtant conçu un plan ambitieux. Nixon savait pertinemment que les tensions grandissantes au Moyen-Orient allaient tôt ou tard éclater à nouveau, et il était convaincu que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d'être constamment à la merci des embargos pétroliers. Sa solution était très claire, investir massivement dans l'énergie nucléaire. Depuis le projet Manhattan, les États-Unis dominaient la technologie nucléaire. Nixon voyait dans le nucléaire la seule alternative réellement viable au pétrole et aux combustibles fossiles, car il savait également que l'industrie pétrolière américaine refuserait catégoriquement de restructurer ses infrastructures pour utiliser le pétrole léger local, peu importe les profits potentiels. L'influence de cette industrie sur le gouvernement américain était bien trop puissante pour imposer un tel changement. Nixon décida donc de contourner les géants du pétrole. Dans un discours prononcé juste après la crise, il dévoila le projet Indépendance, une initiative massive visant à construire des centrales nucléaires à travers tout le pays. Cette source quasiment illimitée d'énergie propre aurait permis aux États-Unis de rompre enfin leur dépendance au pétrole étranger. Mais comme nous le savons aujourd'hui, ce plan n'a jamais abouti. Le projet ambitieux de Nixon disparut presque aussi rapidement que sa présidence. 1 an seulement après avoir lancé cette initiative, le scandale du Watergate força Nixon à démissionner, plongeant ainsi le gouvernement américain dans une profonde instabilité politique. C'est précisément à ce moment de vide politique qu'un autre homme allait sceller le destin économique des États-Unis et du monde entier, Henry Kissinger. Contrairement à Nixon, Kissinger avait une toute autre vision pour assurer l'avenir des États-Unis. Son plan n'avait rien à voir avec le nucléaire. Au lieu de cela, Kissinger allait s'associer étroitement avec Wall Street pour garantir une domination absolue de l'Amérique sur l'économie mondiale. Et pour cela, il allait utiliser une arme imparable, le pétrole. Quelques années avant la crise de 1973, les décideurs américains étaient déjà préoccupés par un autre problème majeur, destiné à changer définitivement le visage de l'Amérique. À cette période, l'économie américaine connaissait une croissance exceptionnelle. Mais le dollar était alors toujours lié à l'or, un système monétaire qui limitait considérablement les possibilités de croissance. Progressivement, la quantité d'or disponible ne suffisait plus à suivre le rythme effréné d'expansion économique. La norme or, garante jusque-là de la crédibilité du dollar, devenait de plus en plus obsolète. Les États-Unis avaient donc besoin d'un nouveau système financier, et c'est précisément là qu'intervient Henry Kissinger. Kissinger voyait dans cette situation une opportunité unique. Son plan consistait à préserver la domination économique américaine sans revenir au système de l'étalon or, tout en enrichissant une élite financière restreinte et en renforçant son influence politique sur le pays. Et pour mettre en place ce plan audacieux, Kissinger allait justement profiter de la guerre que nous avons évoquée précédemment, celle-là même qui avait déclenché la crise pétrolière. Bien qu'il n'ait pas été à l'origine directe des tensions géopolitiques existantes, il n'a rien fait non plus pour les apaiser. Au contraire, Kissinger manœuvra en coulisses pour exacerber ces tensions jusqu'à rendre un conflit quasi inévitable. Lorsque la guerre éclata finalement en 1973, provoquant l'embargo pétrolier, Kissinger était prêt. Il allait proposer une solution à une crise qu'il avait en partie favorisée. Plutôt que de restaurer l'étalon or, Kissinger eut l'idée de le remplacer complètement. Ainsi, dans un accord secret révélé seulement récemment, Kissinger conclut un pacte décisif avec l'Arabie Saoudite, inaugurant une alliance stratégique durable mais complexe. Ce pacte donna naissance à ce qu'on appelle désormais le système du pétrodollar. Le principe était simple. À partir de 1974, l'Arabie Saoudite n'accepterait plus d'autre monnaie que le dollar américain en échange de son pétrole. Rapidement, la majorité des autres pays producteurs de pétrole adoptèrent également cette position.
Même l'Union soviétique commença discrètement à vendre son pétrole en dollars. Ce système permettait désormais aux États-Unis d'imprimer librement des milliards de dollars, garantis non plus par l'or, mais par le pétrole qu'ils venaient indirectement de contrôler. L'argent saoudien issu du pétrole afflua directement vers les banques américaines, enrichissant considérablement le secteur financier. En échange, les États-Unis offrirent à l'Arabie saoudite et à leurs autres alliés du Moyen-Orient une protection militaire. Washington commença à leur vendre massivement des armes, transformant ainsi une région déjà instable en véritable poudrière. Ceux qui n'étaient pas armés par les États-Unis obtenaient leur équipement auprès des Soviétiques, alimentant ainsi un cycle infernal de conflits. C'est ainsi que l'Amérique, après avoir subi le choc de l'embargo pétrolier, reprit à son compte cette arme économique et la tourna contre le reste du monde. À partir de ce moment-là, la domination mondiale américaine allait s'appuyer principalement sur deux leviers, le pétrole et l'endettement. Mais à mesure que les années passèrent, les profits et le contrôle économique échappèrent de plus en plus à la population américaine pour ne profiter qu'à une élite financière toujours plus restreinte. À cette époque, de nombreux pays en développement tentaient désespérément de s'industrialiser. Mais pour alimenter cette croissance, ils avaient besoin d'énergie. Or, à cause des embargos sur le nucléaire imposés par peur de la prolifération des armes atomiques, une seule option restait sur la table, le pétrole. Et soudainement, pour pouvoir acheter ce pétrole, ils avaient besoin de dollars américains, beaucoup plus de dollars qu'auparavant, car s'ils n'en avaient pas suffisamment, l'ensemble de leur économie pouvait littéralement s'effondrer. C'est ainsi que ces pays commencèrent à s'endetter massivement et la situation ne faisait qu'empirer, car en plus de cette dépendance au dollar, ils devaient aussi faire face à des prix du pétrole artificiellement gonflés. Grâce à leur nouveau monopole, les États-Unis pouvaient maintenir les cours du pétrole à des niveaux élevés, forçant ainsi les pays en développement à emprunter toujours plus. Mais contrairement à l'argent issu de la production réelle de l'économie américaine, ces flux financiers n'engendraient aucune création de valeur tangible. L'essentiel de ces richesses entrait directement dans le secteur financier, alimentant l'inflation et la hausse des prix à la consommation. En clair, une toute petite minorité s'enrichissait à un rythme effréné, pendant que la grande majorité s'appauvrissait. Et quand on analyse l'évolution du prix du pétrole sur plusieurs décennies, tout devient limpide. Avant 1973, le pétrole se comportait comme n'importe quelle autre matière première. Ses prix suivaient les lois classiques de l'offre et de la demande. Mais après 1973, tout change. Le système du pétrodollar est instauré et d'un coup, les cours du pétrole deviennent instables, volatiles, imprévisibles. Ils fluctuent au gré des tensions géopolitiques, comme si certains acteurs manipulaient les prix pour servir leurs intérêts économiques du moment. Le graphique de la dette mondiale raconte la même histoire. Juste après 1974-1975, la courbe commence à grimper et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Elle s'accélère encore plus fortement après la crise financière de 2008. Une crise provoquée encore une fois par la dette, mais qui n'a finalement servi qu'à générer encore plus de dettes. Aujourd'hui, les conséquences sont claires. Dans de nombreux pays en développement, près de la moitié du budget national est consacré au remboursement de dettes anciennes, essentiellement contractées auprès de banques américaines. Et tout remonte à cette fameuse crise pétrolière et à l'ordre économique qui en a découlé. Mais les États-Unis ne sont plus les seuls à profiter de ce système. La Chine, forte des centaines de milliards engrangés grâce à la délocalisation de la production mondiale sur son sol, a elle aussi adopté ces pratiques. Elle consacre désormais une part considérable de ses capitaux à des montages de dettes, reproduisant à son tour le schéma américain. Aujourd'hui, les deux plus grands créanciers mondiaux sont précisément les États-Unis et la Chine. Le résultat, 54 pays, à ce jour, sont officiellement en situation de crise de la dette. Et le monde en développement doit désormais plus de 11 400 milliards de dollars de dettes extérieures à des créanciers étrangers. Mais cette crise ne touche pas uniquement les pays du Sud. Les années 1970 ont également marqué le début de la désindustrialisation américaine. Un basculement radical s'est produit et le secteur financier était prêt à en tirer un maximum de profit. Plutôt que de maintenir leurs usines sur le territoire national au prix d'une main-d'œuvre coûteuse, les grandes entreprises américaines ont choisi de délocaliser massivement leur production. Pourquoi payer un seul ouvrier américain quand on peut obtenir le travail de 3 ouvriers chinois pour le même prix ? Ce choix a eu des conséquences dramatiques. Perte d'emplois aux États-Unis, érosion des recettes fiscales, affaiblissement du pouvoir d'achat. Et pendant que les travailleurs perdaient leur emploi, les actionnaires, eux, voyaient leurs profits exploser. Tout cela a accentué les inégalités
et l'argent ainsi généré n'est jamais retourné dans l'économie réelle. Il a simplement été réinjecté dans les circuits financiers, alimentant un phénomène désormais bien connu, la financiarisation de l'économie. Les grandes entreprises, devenues des multinationales, ont utilisé leur puissance pour concentrer encore davantage de richesses entre les mains de leurs actionnaires. L'objectif était simple, maximiser la valeur des actions, même si cela impliquait de sacrifier des pans entiers de l'économie réelle. En 2014, General Electric réalisait déjà 43% de ses bénéfices dans la finance. Autrement dit, même les anciens géants de l'industrie se transformaient progressivement en banques. Ce basculement s'est répandu à toutes les strates de l'économie développée, plus aucun secteur n'a été épargné. Partout, on cherchait à réduire les coûts, supprimer les investissements jugés non rentables et maximiser les retours pour les actionnaires. Même les besoins humains les plus fondamentaux ont été absorbés par cette logique. Prenons le logement, par exemple. À force de spéculation, de dérégulation et d'emballement des prix, l'accès à un toit est devenu un produit financier comme un autre. Et c'est ainsi que le système a fini par s'effondrer, emporté par une bulle immobilière alimentée par des prêts à haut risque. Et pour maintenir ce système à flot, la politique étrangère des États-Unis a dû, elle aussi, profondément changer. Plutôt que de rester en retrait des conflits internationaux, l'Amérique s'est progressivement transformée en puissance interventionniste. En particulier au Moyen-Orient, les États-Unis ont multiplié les ingérences pour préserver l'équilibre instable sur lequel repose tout le système du pétrodollar. Car si jamais la balance géopolitique venait à basculer, notamment dans la rivalité permanente entre l'Iran et l'Arabie saoudite, tout l'édifice pourrait s'effondrer. Ce fragile équilibre a poussé Washington à s'enliser dans des guerres interminables, à financer des régimes corrompus et à soutenir des gouvernements autoritaires, tout cela pour préserver une hégémonie pétrolière construite sur du sable. Le plus tragique dans tout cela, c'est de se demander ce qu'il aurait pu se passer si le plan de Nixon avait été mené à bien. Si les États-Unis avaient réellement lancé un programme nucléaire d'envergure, ils auraient construit des centaines de centrales sur leur territoire. L'indépendance énergétique aurait été atteinte il y a des décennies. Et aujourd'hui encore, cette capacité de production serait suffisante pour alimenter le pays. Mais en choisissant la voie du pétrole au lieu de celle du nucléaire, les États-Unis ont verrouillé le système. Henry Kissinger et l'élite qu'il représentait ont volontairement torpillé l'énergie nucléaire dès sa naissance. Les accidents ont été dramatisés, l'opinion publique manipulée et les investissements stoppés. Et cela nous ramène à la question fondamentale posée au tout début. Pourquoi les États-Unis ne consomment-ils pas leur propre pétrole ? La réponse, désormais, saute aux yeux. Le pétrole américain n'est pas utilisé parce que l'ensemble de l'économie est structuré pour tirer profit du pétrole saoudien. Ce pétrole importé a permis de créer le système du pétrodollar. Ce système a offert à l'industrie financière américaine les clés de l'économie mondiale. Mais cette industrie, en quête permanente de rendement, a fini par tout précipiter dans le gouffre. Aujourd'hui, même si les États-Unis n'ont plus réellement besoin de ce pétrole pour faire fonctionner leur économie, ils continuent d'en dépendre pour maintenir l'illusion que ce système fonctionne encore. Le jour où cette illusion s'effondrera, ce ne sera pas seulement l'économie américaine qui en paiera le prix, ce sera le monde entier.